Je m'appelle Don Harper. J'ai 38 ans et je suis professeur à Chattanooga, dans le Tennessee. Pendant des semaines, j'ai préparé avec passion ma propre fête d'anniversaire, imaginant une soirée remplie de rires, de famille et de chaleur humaine. J'ai envoyé des invitations à mes parents et à ma sœur, espérant que ce serait l'occasion de nous réunir enfin. Mais le jour J, la salle communautaire était vide. Pas un seul membre de ma famille n'est venu. Pas d'appel, pas de message, juste le silence. J'ai attendu des heures, regardant la nourriture intacte refroidir, le cœur lourd à chaque minute. La solitude était pesante, mais je refusais de me laisser abattre. Une semaine plus tard, mon téléphone a vibré, un message de mon père. Fête des 35 ans de ta sœur, $3000 par personne. Paye immédiatement. $3000 exigés sans hésitation après avoir ignoré ma propre fête sans même un mot d'excuse. La colère m'a envahi. J'ai ouvert Venmo, saisi $3 et envoyé la somme avec un simple message. Félicitations. J'ai alors bloqué leur numéro et appelé un serrurier pour changer toutes les serrures de mes portes. Je pensais en avoir fini avec cette histoire. Mais 48 heures plus tard, tout a basculé dans le chaos. Comment réagiriez-vous si votre famille vous trahissait ainsi? Partagez vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais beaucoup connaître votre avis. Ayant grandi dans la banlieue de Chattanooga, je me suis toujours senti à part dans ma propre famille. Mon père, Gary Dawson, et ma mère, Susan Dawson, consacraient toute leur énergie à ma sœur, Tara Dawson. À 38 ans, je revois encore Tara, 3 ans ma cadette, 35 ans, tournoyant dans son tutu de ballet pendant que je faisais la plonge dans un restaurant pour économiser pour ses études. Ils l'ont inscrite à des cours particuliers, l'ont envoyée en colonie de vacances en Europe et l'ont encouragée à ses concerts. J'avais droit à une tape dans le dos pour une bonne note, si j'avais de la chance. Concentre-toi sur tes études, me disait mon père, tandis qu'il planifiait la prochaine grande aventure de Tara. J'ai enchaîné les doubles journées de travail dans une épicerie pour financer mes études. Je rêvais de devenir enseignante et de construire quelque chose d'utile. Quand j'ai décroché une bourse pour l'université, je me suis précipitée à la maison pour lui annoncer la nouvelle. Maman était au téléphone, parlant de l'audition de Tara pour une équipe nationale de danse. « C'était bien, ma chérie », a-t-elle dit, à peine attentive, avant de raccrocher. Pas de fête, pas de visite. Tara a décroché le job de ses rêves dans une agence de marketing branchée du centre-ville, et mes parents ont organisé une fête somptueuse dans un restaurant de viande où la moitié du quartier était invitée. J'en ai entendu parler par une cousine, pas par eux. Pour ma remise de diplôme, ils m'ont envoyé une carte avec $20 à l'intérieur. Les réussites de Tara étaient toujours au centre de l'attention. Pour son bal de promo, elle avait une limousine. Pour moi, c'était une robe empruntée à une amie. Quand elle a acheté son premier appartement, papa s'en est vanté auprès de toute l'église. Mon premier poste d'enseignante dans une école primaire du quartier n'a été qu'une reconnaissance, rien de plus. J'arrivais au dîner de famille en espérant une vraie conversation, mais on ne parlait que des promotions de Terrara ou de ses belles vacances à Aspen. Elle allait dans des endroits où maman rayonnait, tandis que moi, invisible, je ramassais mon assiette. J'essayais de comprendre. Peut-être pensait-il que Tara avait besoin de plus de soutien. Ou peut-être étais-je simplement trop discrète, trop indépendante. Mais ça me blessait. Je les appelais pour leur raconter une bonne journée. Comme lorsque mes élèves m'avaient confectionné une banderole de remerciements pour un projet de classe et que papa s'était attribué le mérite de la dernière victoire de Tara avec un client. Une fois, j'ai surpris une conversation où Suzanne disait à une voisine que j'étais contente d'enseigner, comme si c'était un lot de consolation. Je continuais à me battre, mais le poids de cette invisibilité ne s'est jamais dissipé. Un été, à 16 ans, papa avait prévu un voyage en famille à Disney World. J'étais aux anges à l'idée que nous y allions tous, mais à la dernière minute, ils ont dit que c'était juste pour que Tara puisse fêter sa victoire à son récital de danse. Je suis restée à la maison à tondre des pelouses pour gagner un peu d'argent et j'ai regardé leur voiture s'éloigner. Ce souvenir me hante chaque fois que je vois les photos encadrées de Tara sur leur cuisinière, sans aucune des miennes en vue. À la fin de ma vingtaine, j'étais enseignante à temps plein, je corrigeais des dissertations tard dans la nuit et j'économisais pour une petite maison en banlieue. Je passais souvent en voiture devant l'élégant appartement de Tara en centre-ville, payé en partie grâce au cadeau de mon père pour son apport. Je n'ai jamais vu la couleur de mon argent. Une fois ma maison acquise, j'ai appelé ma mère, espérant qu'elle se soucierait de moi. « Oh, c'est super », a-t-elle dit, puis elle a commencé à me parler du nouveau bureau de Tara. J'ai raccroché, j'ai contemplé mon salon ride et je me suis promis de prendre soin de moi. Les réunions de famille étaient une routine pénible. La fête de fiançailles de Tara était un spectacle grandiose, avec un orchestre et un photographe. J'ai aidé à mettre la table, mais personne ne m'a remarqué.
Mon master en éducation est passé inaperçu. Mon père a oublié mon anniversaire cette année-là, mais il a appelé le lendemain pour me demander si je pouvais l'aider à payer la voiture de Tara. Elle a beaucoup de difficultés financières, a-t-il dit. J'ai envoyé un chèque, me détestant pour ça, mais espérant encore qu'il me verrait un jour. Le point de rupture est survenu lors d'un dîner de Noël il y a quelques années. J'avais passé des heures à préparer une tarte aux noix de pécan, espérant créer un moment de partage. Tara est arrivée en retard, vêtue d'un manteau de marque, parlant de sa dernière prime. Mes parents l'ont adorée parce qu'elle avait à peine touché à ma tarte. Je suis rentré chez moi plus tôt que prévu, rongé par la frustration. J'ai alors compris que, malgré tous mes efforts, je ne serais jamais leur priorité. Pourtant, je m'accrochais à une lueur d'espoir, pensant qu'un jour peut-être ils me remarqueraient. Cet espoir me maintenait en lien avec eux, même s'ils me déchiraient. Mais il y avait une étincelle à laquelle je ne pouvais pas renoncer. Pas encore. Des années plus tard, j'espérais pouvoir renouer les liens avec ma famille. Je me disais que les choses pouvaient changer, que peut-être maman, papa et Tara avaient juste besoin d'une chance de me voir autrement que comme celle qui s'était toujours débrouillée seule. Alors j'ai commencé par Thanksgiving il y a 2 ans. J'ai passé des jours à préparer une dinde entière et une purée de pommes de terre aux noix de pécan, espérant une chaleureuse soirée en famille. J'ai envoyé un texto à Tara pour lui demander si elle pouvait apporter sa sauce au canneberge. Trop occupée, elle n'a pas répondu. J'ai appelé ma mère pour confirmer, mais elle m'a dit qu'elles allaient plutôt chez Tara. Apparemment, il y avait un meilleur plan. Assise à la table de la salle à manger, je contemplais les airs de jeux impeccables, tandis que la nourriture refroidissait. Je n'ai pas pleuré, mais le silence était assourdissant. Un rappel constant de mon insignifiance apparente. J'ai retenté ma chance il y a quelques mois avec une foire aux livres à mon école. C'était un projet qui me tenait à cœur, et j'avais été tellement touché de voir mes élèves s'illuminer en choisissant de nouveaux livres. Je pensais que papa, maman et Tara seraient fiers de voir ce que j'avais organisé. Je leur ai envoyé des invitations, j'ai même appelé papa pour lui dire combien cela comptait pour moi. Ça a l'air bien, a-t-il murmuré, promettant de vérifier son emploi du temps. Je suis resté devant la bibliothèque scolaire, scrutant la foule, espérant apercevoir leur visage. Personne n'est venu. Tara m'a envoyé un texto plus tard. La question du travail est revenue sur le tapis. Maman et papa n'ont même pas répondu. Ce soir-là, assis sur le canapé, le poids de leur absence m'accablait, me faisant douter de ma propre valeur. Le lendemain, j'ai retrouvé mon ami Adam Miller dans un café du quartier. Je n'avais pas prévu de me confier, mais la douleur s'est répandue sur la table vide du repas de Thanksgiving, à la foire aux livres. J'étais seul. Adam m'écouta tête. Son café intact, les yeux fixés sur les miens. Quand je me suis arrêté, il s'est penché vers moi. « Tu es à la hauteur, Don, a-t-il dit. Tes élèves t'adorent. Ta vie t'appartient, pas à eux. Arrête de courir après des gens qui ne sont jamais là. Célèbre-toi. » Ces mots ont percé le brouillard, net et précis. Pour la première fois, je me suis senti vu, non pas par ma famille, mais par quelqu'un qui avait choisi d'être présent. Les conseils d'Adam ont allumé une flamme en moi. Je n'avais besoin ni de maman, ni de papa, ni de Terara pour valider ma valeur. Je pouvais créer mes propres moments, des moments qui reflétaient qui je n'étais pas, qui il voulait que je sois. C'est alors que j'ai décidé de m'organiser une fête d'anniversaire, une grande et audacieuse célébration de tout ce que j'étais devenu, malgré leur indifférence. Je voulais de la musique, des rires et des gens qui me voient tel que j'étais. Au fond de moi, j'espérais encore que maman, papa et Tara viendraient, qu'ils comprennent enfin ce qu'ils avaient manqué. C'était un espoir ténu auquel je m'accrochais, même si je me préparais à le laisser partir s'il me décevait à nouveau. Des semaines avant mon anniversaire, je me suis plongé dans l'organisation de la fête. Je voulais que ce soit plus qu'une simple fête. C'était l'occasion de me prouver, et peut-être même à ma famille, que j'étais capable de créer quelque chose de vibrant et de plein de vie. J'ai choisi le centre communautaire de Chattanooga, un endroit devant lequel j'étais passé d'innombrables fois, sa grande salle étant parfaite pour ce que j'avais en tête. Le thème, les années 80, mon époque préférée avec sa musique entraînante et son énergie électrique. J'entendais déjà « Sweet Child of Mine » à plein volume, je voyais la piste de danse s'illuminer de néons et résonner de rire. Ce serait mon moment. J'ai commencé par la musique. J'ai passé mes soirées à créer une playlist, à fouiller dans de vieux vinyles à la recherche de classiques comme Madonna et Prince. Mon ami Adam m'a été d'un grand secours. Besoin d'une ambiance, m'a-t-il demandé, les yeux rivés sur son téléphone, assis à ma table de cuisine. Il a suggéré d'ajouter du Michael Jackson et du Cyndi Lauper, et de s'assurer que les chansons donnent envie de danser. On a ri en se demandant quelle chanson était trop kitsch, et on a finalement trouvé la playlist parfaite.
Adam a aussi proposé de m'aider pour la déco. Il est arrivé avec des cartons de guirlandes lumineuses et de néons, et il est monté à l'échelle pour les accrocher au plafond du centre communautaire. Cet endroit va briller de 1000 feux, s'est-il exclamé en souriant, tout en ajustant une guirlande d'ampoules roses. Son enthousiasme m'a permis de garder les pieds sur terre et de me concentrer sur l'essentiel plutôt que sur mon stress. Et puis, il y avait le gâteau. Je voulais quelque chose d'audacieux, un chef-d'œuvre à 3 étages en fondant et paillettes comestibles, un truc qui respire les années 80. J'ai contacté Joanne Foster, la coordinatrice des événements du centre communautaire, réputée pour son efficacité. Envie de quelque chose qui sorte de l'ordinaire? Joanne m'a demandé, les yeux brillants tandis que je lui décrivais ma vision. Elle m'a mise en contact avec un pâtissier du coin qui pouvait livrer le gâteau, et elle s'est occupée de la décoration des tables rondes, nappées de nappes à carreaux, chacune ornée d'une mini-boule disco en son centre. Joanne a même suggéré de louer une sono pour la playlist, afin que la musique résonne dans toute la salle. C'est ta soirée, a-t-elle dit en consultant son bloc-notes. Faisons un moment inoubliable. L'étape suivante était la liste des invités. J'ai imprimé les invitations sur mon ordinateur portable, les doigts tremblants tandis que j'ajoutais les noms de papa, maman et Tara. Je les imaginais arriver, peut-être surpris par le soin que j'y avais apporté. Je leur ai envoyé des invitations papier, des cartes glacées au motif fluo, et j'ai fait un suivi par SMS. J'espère que tu pourras venir. J'ai écrit à Tara, mais brièvement. J'ai appelé maman d'une voix posée. C'est bientôt mon anniversaire, maman. J'aimerais beaucoup que tu viennes. Elle a marmonné quelque chose à propos de regarder son agenda. Papa n'a pas répondu, alors j'ai laissé un message vocal, espérant qu'il percevrait mon enthousiasme. J'ai aussi invité des collègues de l'école. J'avais échangé des plans de cours avec la bibliothécaire qui partageait toujours son café. J'ai ajouté quelques voisins, comme le couple d'en face qui me saluait toujours. La liste a fini par compter 50 personnes, un mélange de gens que je voyais tous les jours et de personnes que j'espérais enfin voir. Chaque détail comptait. J'ai loué un photomaton avec des accessoires années 80, des lunettes de soleil XXL et des perruques à plumes pour une ambiance festive. J'ai réservé un digilocal pour mixer en live une partie de la soirée, donnant ainsi une touche professionnelle à la playlist. J'ai même choisi ma tenue, une veste à paillettes, un jean noir et des boucles d'oreilles, chose que je n'avais jamais osé porter auparavant. Chaque choix était comme un pas de plus vers l'affirmation de mon espace, la preuve que je pouvais créer de la joie sans attendre l'approbation de personne. J'ai passé des nuits blanches à dessiner les plans, à imaginer l'emplacement de la piste de danse, la façon dont la lumière se reflèterait sur les boules à facettes. Je voulais que ce soit vivant, que personne ne puisse l'ignorer un seul instant. Mais à mesure que la date approchait, le doute s'est installé. Et si papa, maman et Tara ne venaient pas? Et si personne ne venait? J'ai chassé ces pensées et me suis concentré sur les détails. J'ai confirmé la livraison du gâteau avec Joanne, qui a revérifié la commande. Ça va être épique, a-t-elle dit en me montrant un croquis des lutins en fondant. Adam a testé la sono, passant Billy Jean à fond jusqu'à ce qu'on éclate de rire tellement c'était fort. J'ai envoyé des SMS de rappel à tout le monde, sur un ton léger, mais avec le poids de l'espoir. Je me disais que peu importait qui viendrait, c'était pour moi. Mais au fond, je les voulais. Je voulais qu'ils voient la vie que j'avais construite. Malgré leur absence, je me suis accroché à cet espoir, aussi fragile fut-il, et j'ai tout fait pour que cette soirée soit la mienne. Le jour de ma fête est arrivé, et le centre culturel vibrait au rythme des années 80. Les néons scintillaient sous les guirlandes lumineuses, et le DJ passait, Sweet Child O' Mine, sur la sono louée. Le gâteau à 3 étages, orné de lutins en fondant et de paillettes comestibles, trônait fièrement sur une nappe à carreaux, entourée de mini-boules disco. Je me tenais là, étincelante de mes boucles d'oreilles à paillettes, scrutant l'entrée à la recherche de visages familiers. J'avais imaginé ce moment pendant des semaines. Des rires, des danses, et peut-être, juste peut-être, maman, papa et Tara franchissant la porte. Mais alors que l'horloge affichait 7 heures passées, le silence régnait dans la salle. La piste de danse était déserte, à l'exception de l'écho de mes pas. Je consultais mon téléphone, espérant un message, un appel, n'importe quoi. Rien de papa, rien de maman. J'avais envoyé un rappel à Tara 2 jours auparavant, mais elle n'avait répondu que par un emoji pouce levé. J'avais la nausée, mais je forçais un sourire et saluais les quelques invités qui arrivaient au compte-gouttes. Ma collègue Wendy Walsh passa avec une autre enseignante de l'école. « C'est magnifique !» s'exclama Wendy. Ils ont pris une photo dans le photomaton à thème années 80. Ils ont bu un verre, dansé sur une chanson, puis sont partis au bout de 20 minutes, prétextant des réunions tôt le matin. Un couple du bar voisin est arrivé, a complimenté le gâteau, puis est reparti au bout de 10 minutes. À 20 heures,
La salle était presque vide. La musique tournait en boucle pour un public aux chaises vides. Je me tenais au milieu de la piste de danse, les néons projetant de longues ombres. La musique était devenue trop forte. Chaque battement martelait le silence où ma famille aurait dû être. J'avais tout donné pour cette soirée, mes économies, mon énergie, mes espoirs, et ils n'avaient même pas envoyé de message. Je me demandais ce que je représentais pour eux, si je comptais quoi que ce soit. Le poids de cette absence me frappa de plein fouet, une douleur familière, celle de toutes ces années d'indifférence, mais plus vive encore. J'ai attrapé un gobelet en plastique et j'ai contemplé le gâteau intact, ses paillettes se moquant de mes efforts. Avais-je été naïf de croire qu'il viendrait? Étais-je invisible à leurs yeux depuis toujours? Joanne, la responsable des événements du centre communautaire, remarqua que j'étais seule. Elle baissa la musique et alla chercher son carnet, qu'elle serrait contre elle. « Dis donc, ça va ?» demanda-t-elle d'une voix douce mais assurée. J'acquiesçai, mais mon sourire crispé ne la trompa pas. Nous nous mîmes à débarrasser les tables, à empiler les assiettes et à plier les nappes en silence. Puis Joanne prit la parole. « Tu sais, ma famille n'est pas parfaite non plus, » dit-elle en nouant un sac poubelle. Elle me parla de sa propre sœur, toujours au centre de l'attention, et laissa Joanne se débrouiller. « Avant, je pensais devoir gagner leur amour, » dit-elle. « Mais j'ai appris que je vaux mieux que leur approbation. Toi aussi. Cette fête en est la preuve. » Ces mots furent comme une bouée de sauvetage. Je contemplais les décorations, le gâteau, tous les efforts que j'avais déployés. Ce n'était pas qu'une simple fête. Je prenais ma place, je construisais quelque chose malgré leur absence. L'histoire de Joanne me rappela que je n'étais pas seule. Que d'autres portaient des cicatrices similaires. Tandis que nous balayions le sol, je sentis un changement. La douleur était toujours là, mais elle ne me possédait plus. Je ne laisserai plus leur absence me définir. Je remerciai Joanne, sa force tranquille m'insufflant une étincelle de détermination. Je continuerai, non pas pour eux, mais pour moi. Une semaine après ma fête désertée, mon téléphone vibra, un message de papa. Le 35e anniversaire de Tara est le mois prochain à Grand Oak. Il disait, je réserve un restaurant chic en centre-ville, avec des lustres et une carte des vins qui dépasse mon budget. Cela représente 3 000 $ par personne pour couvrir les frais. Payez immédiatement. Je fixai l'écran, mon café commençant à refroidir sur le comptoir de la cuisine. 3 000 $ pour une fête qu'il s'attendait à ce que je finance après avoir séché la mienne sans même me prévenir. Mon cœur s'emballa, un mélange d'incrédulité et de colère m'étreignant la poitrine. J'avais passé des années à essayer de renouer le contact avec eux, juste pour recevoir une facture pour leur célébration. Avant même que je puisse répondre, un autre message est arrivé, cette fois-ci de Raymond Carter, le mari de Tara. « Donc, ne sois pas égoïste », écrivait-il. « C'est le grand jour de Tara. Si tu ne paies pas, tu laisses tomber la famille. Egoist. » Ce mot m'a blessé profondément, injustement, après tous les efforts que j'avais faits pour garder le contact. J'imaginais Raymond, toujours tiré à 4 épingles, aux côtés de Tara à chaque réunion de famille où j'étais à peine invité. J'ai écrit une réponse, puis je l'ai effacée. À quoi bon? Ils avaient déjà décidé de qui j'étais pour eux. Puis j'ai vu la publication de Tara sur Facebook. Elle avait partagé une photo d'elle en robe à paillettes avec la légende. Je prévois de fêter mes 35 ans à Grand Oak. Dommage que certains soient trop radins pour subvenir aux besoins de leur famille. Ne te regarde pas. Arrête de détruire les familles. Ces mots m'ont touché en plein cœur. Les commentaires haineux ont afflué de la part de ses amis. Même des inconnus étaient d'accord et en rajoutaient. Quel est son problème? L'un d'eux a écrit « La famille avant tout. Pas vrai. » Un autre a ajouté « J'ai eu la gorge serrée, mais je n'ai pas pleuré. » J'ai fait défiler la publication, chaque mot me blessant un peu plus, jusqu'à ce que je ferme l'application. Il ne se contentait pas de m'ignorer. Il s'en prenait à moi. Assise à ma table de cuisine, le silence était pesant. J'ai repensé à tous mes efforts. Les dîners de Thanksgiving, les salons du livre, la fête à laquelle je m'étais investi corps et âme. Tout cela balayé d'un revers de main, et maintenant ça, une demande d'argent et une attaque publique. J'ai ouvert Venmo, d'un geste ferme malgré la colère qui bouillonnait en moi. J'ai envoyé 3 zéros à Tara et j'ai écrit « Félicitations » dans le message. Ce n'était pas une question d'argent. C'était une question de limite. Je n'étais ni leur distributeur automatique de billets ni leur souffre-douleur. J'ai fermé l'application, les mains tremblantes, mais ma détermination inébranlable. Puis j'ai appelé un serrurier. J'en avais assez d'attendre qu'il se pointe, au sens propre comme au figuré. À midi, un homme nommé Mike était à ma porte pour changer les serrures de ma petite maison de banlieue. Un nouveau départ? Demanda-t-il en me tendant les nouvelles clés. Quelque chose comme ça,
répondis-je en les glissant dans ma poche. Le clic de la nouvelle serrure sonna comme une conclusion, comme la fermeture d'un chapitre que j'avais laissé trop longtemps ouvert. De retour à l'intérieur, je pris mon téléphone et ouvris mes contacts. Je trouvai le numéro de papa, Gary Dawson, et le bloquai. Puis celui de maman, Suzanne Dawson, et fit de même. Le numéro de Tara était le dernier. J'hésitai, son nom me fixant du regard, mais seulement un instant. Blocker. L'écran devint noir et, pour la première fois depuis des années, je me sentis soulagé. Je me tenais là, dans mon salon, les nouvelles clés froides dans la main. Leur absence à ma fête m'avait blessé. Mais c'était différent. C'était une trahison, pure et simple. Ils avaient pris mon espoir et l'avaient transformé en transaction, puis en diffamation publique. Mais je n'étais pas la personne que Tara décrivait en ligne, et je n'allais pas laisser leurs mots me définir. J'avais construit une vie, mon enseignement, ma maison, mon petit cercle d'amis présents dans les moments importants. C'était suffisant. Je n'avais plus besoin de leur approbation ni de leur présence. J'allais de l'avant, non pas pour eux, mais pour moi-même. 2 jours après avoir bloqué leur numéro, ma porte d'entrée trembla. Mon café du matin s'arrêta net, figé à mi-chemin de mes lèvres. Par le Judas, je vis papa et maman sur le perron, le visage crispé par la colère. J'ouvris la porte et me préparai au combat. « Down, qu'est-ce qui te prend ?» gronda papa en s'avançant, nous bloquant le passage et envoyant $3 à Tara. « Tu es en train de ruiner la réputation de notre famille. » Maman plissa les yeux. « Tu dois régler ça, sinon on te poursuit pour diffamation, » lança-t-elle sèchement. Je restai là, abasourdi, les nouvelles clés lourdes dans ma poche. Ils n'étaient pas là pour discuter. Ils étaient là pour exiger que je me tienne à carreau. Je gardai une voix calme. « Papa, maman, je n'ai pas payé pour vos choix, » dis-je. « Vous n'avez pas été là pour moi. Ce n'est pas moi qui ai brisé cette famille. » Gary pâlit, mais Suzanne l'interrompit. « Ton égoïsme, Down. Ça a toujours été le cas. » Ces mots me blessèrent, mais je restai ferme et fermai la porte tandis que leurs cris résonnaient derrière. Mes mains tremblaient, appuyées contre le mur, leurs accusations résonnant encore dans ma tête. Me poursuivre en justice pourquoi ? Pour m'être défendu. Je pensais que c'était fini. Mais je me trompais. Le lendemain, j'étais en classe, en train d'aider un élève avec un exercice de maths, quand la porte s'ouvrit brusquement. Gary et Suzanne firent irruption, ignorant les enfants aux yeux écarquillés. « Down, on n'a pas fini !» cria maman en agitant son sac à main. « Tu ne peux pas nous interrompre comme ça. » Les élèves se figèrent, certains serrant leurs crayons, d'autres chuchotant. Ma collègue, Wendy Walsh, se prit la tête entre les mains et devint livide. J'essayai de garder mon calme. « Maman, c'est mon lieu de travail, » dis-je en les conduisant vers la porte. « Gary ne peut se retenir. »« Tu es une honte » hurla-t-il assez fort pour que tout le couloir l'entende. Ma directrice, Mary Thompson, apparut avec un air sévère. « Monsieur et Madame Dawson, vous devez partir, » dit-elle fermement. « C'est une école, pas un lieu pour vos disputes. » Ils ne bougèrent pas. Suzanne me désigna du doigt d'une voix stridente. C'est elle qui sème la zizanie en nous calomniant sur Internet. Je secouai la tête, perplexe. Il déformait tout. Wendy entra et sortit son téléphone. « J'appelle la police », dit-elle d'une voix basse mais ferme. J'acquiesçai, reconnaissante de sa réactivité. Quelques minutes plus tard, 2 agents arrivèrent, Gregory Hall et Karen Mills. Gregory Hall, un bloc-notes à la main, prit la parole le premier. « Que se passe-t-il » demanda-t-il en regardant mes parents. Suzanne se mit à s'emporter, m'accusant d'irrespect et de calomnie, tandis que Gary gesticulait et répétait leurs menaces à Sue. Je restai silencieuse, les laissant se calmer. Quand Karen se tourna vers moi, le regard fixe, je lui expliquai la situation. Mes parents m'ont réclamé $3000 pour la fête d'anniversaire de ma sœur Tara après avoir ignoré la mienne. Je leur ai expliqué que face à mon refus, Tara avait publié un message en ligne m'accusant de détruire la famille. Je lui ai envoyé $3 à titre de dédommagement et j'ai bloqué leur numéro. J'ai sorti mon téléphone, les captures d'écran de la police, le SMS de mon père exigeant les $3000, le message de Raymond me traitant d'égoïste et la publication Facebook de Tara me qualifiant d'avare et de briseuse de famille m'ont encore blessé, mais j'ai gardé mon calme et laissé les preuves parler d'elles-mêmes. Gregory a parcouru les captures d'écran en fronçant les sourcils. On dirait un différend familial, pas une affaire judiciaire, a-t-il dit en me rendant mon téléphone. Karen acquiesce. À Monsieur et Madame Dawson, on ne peut pas harceler quelqu'un sur son lieu de travail. Vous devez partir maintenant. Suzanne a ouvert la bouche pour protester, mais Gregory a levé la main. Allez régler ça ailleurs ou on vous raccompagne. À contre-cœur, elles se dirigèrent vers la sortie.
Maman marmonna dans sa barbe. Marie suivit, affichant un mélange d'inquiétude et de professionnalisme. Wendy me prit le bras. « Ça va ?» demanda-t-elle. J'acquiesçai, le cœur battant la chamade. De retour en classe, les élèves s'agitaient, mais je les orientai vers leurs feuilles d'exercice et esquissai un sourire forcé. Les policiers s'attardèrent pour rédiger un rapport, m'assurant que je n'avais rien fait de mal. « Gardez les captures d'écran », me conseilla Karen. « Elles montreront qui cherche à semer la zizanie. » Je les remerciai. Le poids de la journée commença à se faire sentir. Les menaces de mes parents, leur scène à l'école. C'était le fond du gouffre. Mais je ressentais aussi une force intérieure. Le soutien de Wendy, l'intervention de Marie et la lucidité de la police me rappelèrent que je n'étais pas seul. J'avais fixé une limite, et je ne la franchirais plus. Quoi qu'il arrive, j'y ferai face à ma façon. Le tumulte passé, je me suis concentré sur la reconstruction de ma vie. Je ne laisserai plus le passé me freiner. Ma première démarche a été de contacter mon avocat, Léonard Hay, un homme calme et posé, capable de démêler les situations chaotiques. Je l'ai rencontré dans son bureau, une petite pièce remplie de livres juridiques. « Léonard, j'ai besoin d'une ordonnance restrictive contre mes parents et Tara, » lui ai-je dit, et je lui ai montré les captures d'écran de la demande de $3000 de mon père, les SMS accusateurs de Raymond et les publications de Tara me traitant de briseuse de famille. Il a hoché la tête et pris des notes. « Il s'agit clairement de harcèlement », a-t-il déclaré. Je dépose une demande d'ordonnance restrictive. Quelques jours plus tard, les documents étaient prêts et j'ai retrouvé un sentiment de maîtrise, comme si je fermais enfin une porte que j'avais laissée ouverte trop longtemps. Pendant ce temps, les publications de Tara sur Facebook s'étaient propagées comme une traînée de poudre à Chattanooga. Voisins et amis communs les avaient vues, et la nouvelle s'était répandue à une vitesse fulgurante. La semaine suivante, Wendy m'a appris que le couple d'en face avait lancé une campagne de harcèlement en ligne contre Tara, choquée par son attaque publique. Une amie de la famille, qui organisait régulièrement des barbecues, a cessé d'inviter Gary et Suzanne. Leur amie, Wendy, a surpris une conversation dans un café du quartier, où des gens chuchotaient à propos du message de Tara et de la scène qui s'était déroulée entre mes parents à mon école. Le contre-coup a été brutal. Le cercle social de Gary et Suzanne s'est réduit comme peau de chagrin. La réputation de Tara a été la plus durement touchée. Ses prétendus amis, qui s'étaient précipités dans les commentaires, ont pris leur distance quand la vérité a éclaté. Les grands projets de Tara pour Grand Oak se sont effondrés. Sans le soutien financier qu'elle avait exigé, l'événement fastueux dont elle se vantait s'est transformé en un dîner intime avec Raymond. Wendy m'a dit que Tara avait publié un message vague sur le fait de se concentrer sur l'essentiel, mais le manque de « j'aime » en disait long. Son isolement social était flagrant. Ses amis ont cessé de la taguer sur les photos et les groupes locaux l'ont exclue de l'organisation d'événements. Je n'ai ressenti aucune victoire, juste un soulagement discret. Leurs actes avaient des conséquences, et ce n'était plus moi qui en subissais les conséquences. Je me suis donc concentré sur les personnes qui étaient là pour moi. Wendy m'a invité à son club de lecture, où nous discutions de romans autour d'un verre de vin et rions des potins de l'école. Marie, ma directrice, passait régulièrement, proposant des pauses café pour que nous puissions parler de tout sauf du travail. Joanne, du centre communautaire, m'a envoyé un message pour m'inviter à un cours de poterie qu'elle animait. Adam passait avec des plats à emporter et plaisantait sur ses piètres talents culinaires pour me remonter le moral. Ce n'étaient pas que des amis. C'était ma famille de cœur, ceux qui m'acceptaient tel que j'étais, et non tel qu'ils voulaient que je sois. Avec eux, je n'avais pas besoin de faire mes preuves. Pour marquer ce nouveau départ, j'ai organisé une petite fête dans un parc près de chez moi. Rien à voir avec une grande soirée années 80, juste un pique-nique sous les chênes, avec des couvertures à carreaux et de la limonade maison. J'ai invité Wendy, Marie, Joanne et Adam. J'ai opté pour la simplicité, des sandwichs et une playlist de 12 chansons acoustiques. Wendy avait apporté ses fameux brownies, encore chauds sortis du four. « Tu t'es surpassé ?» lui dis-je en prenant un. Marie est apparue avec un jeu de cartes et nous a défiés à une partie qui nous a fait rire aux éclats. Joanne a partagé des anecdotes sur ses récentes mésaventures, ce qui nous a tous détendus. Adam a joué de la guitare et fredonné un air que nous chantons tous ensemble. La soirée était chaleureuse, authentique, comme une famille que j'avais construite de mes propres mains. Au coucher du soleil, j'ai regardé les visages autour de moi, leur rire remplissant l'air. C'était cela qui comptait. Des gens qui avaient choisi d'être là, qui n'attendaient rien de plus que ma présence. Il s'agit d'un manuel qui va vers le haut et qui va creuser. C'est à ce moment-là que j'ai le crâne qui me fait vivre la vie près de moi, mais que je suis dans la ville. Tack för att du lyssnade på min berättelse. Cela varie en résolution, et j'arrive à la résonance avec la fouille. Avez-vous des problèmes avec la famille? Dela dina tankar nedan.
Jacques Skull va les voir. Pour qu'ils puissent creuser, essayez de trouver des couteaux et des numéros pour vous. Il s'agit d'un article.